Bienvenue à la rétrospective du mois d'octobre. Ce mois-ci, on vous présente Mélina Schonburn, Josiane Bien, Francis Gagnon et Elena Vallée-Dallaire. Et on se retrouve pour la prochaine rétrospective vendredi le 26 novembre au Carrefour culturel, toujours de 16 à 18 heures. Bonne émission! Allô, Josiane? Allô, Marilyn. Ça va bien? Très bien, toi? Oui, fait que aujourd'hui, tu nous présentes un solo en danse contemporaine que tu as travaillé dans les dernières semaines, c'est ça? Oui, depuis que j'ai accès au studio, donc il y a 2 semaines, j'ai eu un petit peu plus de temps. Alors, j'ai travaillé avec une rétrospective, en fait, de ce que j'ai vu en danse depuis toute ma vie. C'est-à-dire que je me suis remis à la danse avant la pandémie, je donnais des cours. Et puis là, je me suis remis à comme créer par moi-même, ça fait du bien, avec le studio, l'espace, rencontrer les artistes. Et puis ça m'a inspirée. J'ai eu 2 petits projets cet été, à travailler comme écrivaine et comme à juste créer pour moi-même. Alors, là, je reprends tout ça avec une belle intention et voilà. Quand tu dis écrivaine, tu veux dire écrire des chorégraphies? Exact, oui. J'ai eu un contrat pour un artiste de Montréal et puis ça m'a replongé dans tout le processus créatif et ça m'a vraiment donné le goût de créer à nouveau. C'est qui cet artiste-là pour lequel tu as travaillé? C'est Guillaume Brisson-Darvaux. C'est un artiste international, mais il habite à Montréal. OK, super. Puis c'est quoi le projet? Est-ce que ça s'en est rendu où, ce projet-là? En fait, c'était une performance, oui, c'est terminé. Okay. C'était en septembre, j'ai pas pu assister à la performance. Okay. C'est moi qui ai écrit les mouvements pour Guillaume. OK, super. En fait, c'était des personnages qu'il a créés, un peu science-fiction. Lui, c'est un sculpteur, un artiste et multidisciplinaire aussi. Alors, mais il avait comme créé des personnages. Que lui interprétait en solo ou c'était pour plusieurs danseurs? C'était pour plusieurs danseurs. Okay. Oui, c'était 9 personnages. Wow! Oui. Super. Oui. Ça a été présenté où? À Montréal. OK, oui, mais quelle salle de spectacle, sais-tu? C'était à l'extérieur. C'était une performance autour d'un arbre. C'était vraiment urbain. Et les gens décrochaient leur tête et accrochaient la sculpture, c'est-à-dire le personnage comme tel qui formait la tête, dans les arbres. Donc, ça faisait comme des bijoux, des objets sortis de nulle part, de l'espace. Super. Puis toi, c'est ça. Bon, là, si on remet un peu le public en contexte, tu es à Baie-Saint-Paul depuis 3 ans, je crois? Oui, exactement. 3 ans. Oui. OK. Puis c'est ça. Puis là, depuis le mois de septembre, tu es en résidence de recherche-création aux ateliers jusqu'à la fin du mois de janvier. Tout à fait, oui. Et là, il y a tout un projet là, qui s'installe là, dans ça. Là, toi, tu commences la première. On va assister à la première étape aujourd'hui. Oui, tout à fait. La première étape, c'est-à-dire de prendre le pouls avec moi-même de mon bagage en danse et de créer une petite phrase chorégraphique, là, maintenant. Ensuite, il va y avoir un laboratoire chorégraphique avec des participants, donc des gens de la communauté de Baie-Saint-Paul et des environs dans Charlevoix, pour 4 séances. Donc, il va y avoir création commune ou solo avec des techniques inspirées du Gaga Dance, inspirées de d'autres techniques. Quoi? Du Gaga Dance. C'est quoi ça, le Gaga Dance? Le Gaga Dance, c'est un Israélien qui était chorégraphe et qui s'est blessé dans sa vie de chorégraphe. Et il a remodulé son corps et repris contact avec son corps, avec la danse, par le Gaga Dance. Donc, si ça vous intéresse, allez voir Gaga Dance. Mais ça s'inscrit dans le mouvement de danse contemporaine aussi. Tout à fait, tout à fait. Okay. J'en ai pratiqué 5 ans et à New York et à Montréal et en Californie, le Gaga Dance, pendant 5 ans. La danse contemporaine aussi va être à l'honneur dans le cadre des séances laboratoire chorégraphique. Mais c'est un processus pour arriver à co-créer et à faire ce qu'on veut, à être plus libre avec le corps. Donc, c'est vraiment ouvert à tous.
Puis toi, c'est ça, après, tu vas t'inspirer de ces séances de laboratoire chorégraphique-là avec les gens parce que ta chorégraphie va s'inspirer des relations qui vont se tisser à travers les ateliers, c'est ça? Tout à fait. Donc là, ce qui va arriver, c'est que je vais m'inspirer des mouvements des danseurs, des participants de la communauté. Ils ne sont pas des danseurs professionnels. Exactement. Mais tout le monde est danseur, tout le monde est capable de danser. Oui. Donc les mouvements, c'est toujours beau, c'est toujours inspirant pour moi. Je vais me faire ma propre analyse, je vais avoir des petits styles ici et là que je vais aller chercher des gens et je vais rebâtir une performance à partir de là. Qui va être ton solo, mais plus élaboré, plus long, c'est ça? Exact. Plus long, plus élaboré, plus recherché. Puis qu'on va présenter à notre prochaine rétrospective à la fin du mois de novembre, au terme de cette création-là. Puis est-ce que tu sais qu'est-ce que tu veux faire après, parce qu'il va te rester encore plusieurs mois en résidence avec nous? Est-ce que tu sais où tu vas aller avec ce projet-là? J'aimerais que les participants, entre autres, puissent présenter par eux-mêmes, s'ils le veulent, volontairement, mais on pourrait faire un petit événement, évidemment, pour présenter ce qu'ils ont fait comme travail dans le laboratoire chorégraphique. Et j'aimerais aussi faire d'autres événements, peut-être dansant, impro-danse, une soirée dansante dans le noir. J'ai plein d'idées qui sortent de ma tête. On verra, il va y avoir décembre, janvier. C'est la période des fêtes, donc en même temps à choper un petit peu, mais il va y avoir des idées qui vont sortir, c'est sûr. C'est ça. Fait que toi, c'est presque... Ta démarche artistique, c'est très relationnel, donc ça touche beaucoup à l'événementiel. Au final, tu travailles, oui, dans ton atelier, toute seule, mais tu as aussi besoin de ce contact-là humain, puis de co-créer avec des gens, même s'ils ne sont pas professionnels. C'est ça que je trouve beau. C'est rare qu'on voit ça. Souvent, les artistes veulent vraiment travailler avec des gens qui ont le même niveau d'expérience qu'eux ou elles, puis tu sais, ça apporte quelque chose d'un petit peu plus élitiste. Mais toi, c'est ça, tu t'ouvres vraiment à la communauté, aux citoyens. Vraiment, tout à fait, parce que c'est des humains. Et pour moi, tout est dans le corps, l'expression corporelle, c'est vague, c'est riche, c'est vraiment plein de possibilités. Donc après, on peut creuser, on peut analyser, on peut raffiner, mais de départ, tout est une inspiration pour moi, c'est vrai. Puis je sais, tu dis tout est une inspiration. Je sais que tu es aussi guide de kayak à Katatatik et aussi professeur de yoga. Oui. Est-ce que le yoga et le mouvement en kayak, ça t'inspire aussi dans ta chorégraphie? Pas nécessairement. OK. Ça fait travailler ton corps autrement. Oui, parce que quand on parle de création, c'est plus au niveau d'une recherche. C'est quoi qu'on veut exprimer, c'est quoi, quel style on veut exprimer, quel rythme on veut donner. Donc, quand on est libre en kayak, etc., bon, ça peut être un rythme lent ou tous les sports. J'étais entraîneur aussi. Donc, tous les sports, c'est quand même un modèle ou un style très précis, alors que la création va dans toutes les directions. Donc, c'est pour ça qu'après, on raffine et puis on choisit ce qu'on veut. Et quand on a un sport où on s'entraîne, par exemple, au gym, bien, c'est très... Technique. Technique, exact. Ou le kayak ou le yoga. Il y a une partie yoga dansée que j'aime bien, entre guillemets, le vinyasa. J'adore, mais c'est aussi une technique. Il faut faire attention. Le yoga, il y a une discipline associée à ça, il y a un mental, etc. Donc, la danse, pour moi, c'est vraiment plus libre. C'est vraiment de l'art. Il y a beaucoup de techniques derrière, mais comme n'importe quelle forme d'art, mais il y a plus de place à la liberté d'expression, en fait. Tout à fait, oui. Bien, c'est super inspirant de t'avoir avec nous. Merci, Josiane. Merci à vous. Allô, Francis? Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Écoute, aujourd'hui, je te présente deux choses. En fait, c'est la même chose. C'est un portfolio qui émerge de mes vagabondages estivaux. Donc, l'été dernier, ben, j'ai comme changé ma démarche artistique depuis environ 2 ou 3 ans. Puis, je focalise vraiment sur les atmosphères plus brumeuses. C'était quoi avant, quand tu dis que tu as changé de démarche? J'étais plus photographie de paysage, plus standard. Je prenais ce qui passait, en gros, là, coucher, lever du soleil, conditions qui émergeaient et que je trouvais intéressantes. Toujours dans Charlevoix? Non, pas toujours dans Charlevoix, bien évidemment. Il y avait paysages de partout en Amérique du Nord avant que la COVID nous frappe. Puis, quand la COVID nous a frappés, justement, il a fallu que je me concentre un peu plus sur le territoire charlevoisin pour rester, évidemment, dans des limites qui soient possibles. Puis, j'ai commencé vraiment à faire une fixation sur les moments plus atmosphériques liés notamment à la brume qui pouvait émerger
de la pluie ou encore des différences de température. Puis l'été dernier, c'était la première fois depuis très longtemps que j'avais du temps libre durant l'été. Donc je l'ai exploité, notamment en explorant différentes parties des forêts en arrière-pays, forêt boréale. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est un extrait justement de ces explorations-là qui est présenté sous la forme d'un portfolio. Donc, j'ai une dizaine de photographies qui sont imprimées avec les titres. Puis, j'explique bien évidemment dans quel contexte ils ont été prises. Puis, ça focalise justement sur les forêts charlevoisiennes, les forêts boréales charlevoisiennes. Dans l'ambiance de brume, de mystère. Qu'est-ce que tu aimes de cette ambiance-là? Qu'est-ce qui t'attire? Plusieurs choses. Tu as l'espèce de... Bien, premièrement, de point de vue photographique, c'est intéressant là, parce que, tu sais, on se retrouve avec des conditions qui sont extrêmement changeantes. Donc, malgré le fait que tu puisses faire, mettons, que je pourrais faire du repérage, je ne sais jamais vraiment sur quoi je vais tomber. Ça peut être... Ça dépend, en fait, des conditions de brume que je vais avoir, si j'en ai, bien évidemment. Puis la brume, elle change, à la fois en épaisseur, mais aussi elle se déplace. Fait d'un point de vue photographique, ça donne l'opportunité de pouvoir avoir des paysages qui vont changer, d'avoir des points d'intérêt qui vont être différents. Puis il y a tout le volet atmosphérique qui est lié à ça. Il y a l'espèce de volet un peu plus mystique d'un point de vue symbolique, mais d'un point de vue de rendu aussi, on a des contrastes qui sont beaucoup moins grands, une gamme de couleurs beaucoup plus douce. Ouais. Fait que d'un point de vue de rendu, d'émotion, de ce que je veux laisser transparaître à travers mes photographies, ça donne une atmosphère un peu plus intéressante. Plus sensible, peut-être. Exactement. Puis, est-ce que c'est plus difficile à travailler, des photos comme de brume, par rapport à un paysage qui est super éclairé de soleil, par exemple? Ça dépend. Ça dépend beaucoup. En fait, je te dirais que ça dépend. La prise de vue va être très différente de paysages plus standards, parce que comme je suis dépendant finalement des conditions brumeuses, je ne sais jamais vraiment qu'est-ce que je vais avoir comme photographie qui va ressortir finalement mes vagabondages. Quand je développe le tout, je t'avouerais, on en jase, puis j'essaie de réfléchir, puis de donner une ligne directrice, puis pas vraiment, non. Ouais. C'est peut-être même plus facile. Parce que, comme je le disais auparavant dans l'entrevue, les contrastes sont moins élevés, les couleurs sont un peu moins grandes, plus douces, si on veut. Puis comme c'est l'atmosphère que je veux rendre d'emblée, bien souvent, il y a juste des lésers ajustements qui vont être faits pour renforcer certaines parties que je veux mettre en évidence, mais pour le reste, c'est juste des petits ajustements colorimétriques, de contraste, puis ça fait la job. C'est vraiment la prise de vue que c'est plus difficile. La ligne est plus claire dans ta tête. Exactement. Tu sais où tu t'en vas avec ce projet-là, fait que c'est plus facile, plus fluide à travailler. Exactement. Si la prise de vue marche bien, bien, le reste va suivre assez facilement. Contrairement, par exemple, si j'arrivais à des conditions où est-ce qu'il y aurait des gros contrastes super élevés, par exemple lors d'un coucher de soleil ou lors du crépuscule, là, il y a plus de travail qui est à faire pour rendre la photographie, parce que justement, il y a ces contraintes-là plus physiques à la prise de vue à travers lesquelles il faut que je compense dans le développement. Mais quand il y a la brume, l'atmosphère est déjà là. C'est vraiment plus de trouver le moment, les éléments intéressants à mettre en évidence lors du cadrage qui sont importants. Mais là, dans ce cas-là, tu es complètement dépendant de la nature, en fait, de la météo, de ton environnement extérieur. Comment tu disciplines ton horaire de travail là, comme artiste? À quoi ça ressemble une semaine ou un mois? Ou c'est quoi ton cycle de création habituel? Ça va être plate ce que je vais dire, là, mais probablement que par le passé, j'aurais pu dire « Ah, je sors des milliers de fois et j'essaye de trouver le meilleur moment. » Mais en réalité, là, avec l'expérience, on commence à comprendre qu'il y a certains endroits dans la région qui sont plus propices à la brume, de un. De deux, il y a aussi certaines conditions météorologiques qui vont faire en sorte qui vont maximiser les chances d'avoir justement ces épisodes de brume-là. Donc, ce que je fais, c'est que je scrute la météo continuellement. T'sais. Puis quand je vois justement qu'il y a certaines conditions qui se croisent, bien là, je surveille méticuleusement certains endroits où est-ce que je sais qu'il pourrait y avoir la brume, puis là, je sors. Puis c'est plate à dire, mais tu sais, dans un mois, durant l'été, je vais peut-être sortir 4 ou 5 fois, mais 4 ou 5 fois qui vont être vraiment pensées, intenses. Donc, je vais arriver très tôt le matin, probablement aux alentours de 3h30, 4h du matin, puis je vais shooter jusqu'à peut-être... La nuit, finalement. 3h du matin, ça ressemble plus à la nuit. Oui, mais tu sais, l'été, en fait, c'est ça, c'est que le soleil se lève super tôt. Donc, il faut que tu arrives relativement avant le lever du soleil pour faire vagabonder puis trouver un endroit qui est intéressant. Ouais.
Puis après, je vais prendre des photographies jusqu'à temps que la brume soit levée, finalement. Fait que, généralement, c'est aux alentours de 8 h, 9 h, la brume va être complètement dissipée, puis je vais reprendre le chemin de Baie-Saint-Paul. C'est ça, toi, pour le public qui ne sait pas, toi, tu as ton atelier avec nous depuis le début, depuis le jour 1, là, dans... Oui, ça fait 4 ans. Bien, tu étais là même avant que le centre d'artistes Oui, ouvre. En fait, ça. Nous, ça fait 2 ans qu'on est ouvert, mais toi, tu louais déjà à Maison-Mère Oui, je avant suis que les là ateliers depuis Bien, ça a ouvert... 2017, je Oui, pense c'est que ça, parce mon que ça a bail. ouvert il y a 4 ans, Maison-Mère. C'est ça. Donc, puis nous, on est arrivés il y a 2 ans. Fait qu'on t'a intégré dans notre communauté J'étais un vieux de la vieille. d'artistes, mais c'est ça. Fait que tu passes beaucoup de temps, finalement, plus de temps dans ton atelier qu'à l'extérieur. Oui. C'est ça que je comprends. Le métier de photographe, c'est ça. C'est ça. Hein? Parfait. Puis, où tu t'en vas là, dans tes prochains projets? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Ben, pour ce qui est du portfolio en tant que tel que je présente aujourd'hui, ben, ça va éventuellement tourner une série plus en bonne et due forme. Sinon, j'ai vraiment une fixation sur ces moments-là plus atmosphériques, plus brumeux. Puis ce qui est le fun avec Charlevoix, c'est que tout dépendant des saisons, on les a toujours. Ouais. C'est juste qu'ils vont être à des endroits différents. Comme par exemple, durant l'été, ça va être proche du fleuve, puis également en arrière-pays, proche des lacs. Puis quand on arrive en hiver, ben, c'est vraiment plus proche du fleuve, dans les montagnes qui longent le fleuve. Donc, je continue dans cette lignée-là. Sinon, à très court terme, il y a le marché Noël qui s'en vient. Oui. Je vais avoir une participation au marché Noël. Puis c'est pas mal ça. Tu as un calendrier, je pense. Qui s'en vient, effectivement, avec le fameux calendrier annuel. Puis, toujours très vendeur, ça, je pense, pour les bons photographes. C'est une bonne carte d'affaires. Un bon produit pour se faire connaître. Oui, c'est ça. OK. Et mon autre question, c'était, c'est quoi tes lieux de prédilection dans Charlevoix, justement, pour la brume? Est-ce que tu peux le dire ou c'est comme secret? Ah, je peux en parler, mais tu sais, je veux dire... je peux t'en parler? Est-ce que je veux en parler? C'est plutôt ça la question. Ouais. Non, pour être honnête, là, il y en a à peu près partout de la brume dans Charlevoix. Puis pour les personnes qui font de la randonnée, ils vont le savoir. En fait, la minute qu'il y a des gros changements de température puis qu'il y a des cours d'eau relativement proches, il va en avoir. Je veux dire, que ce soit dans les grands jardins, dans les Hautes-Gorges, si on va dans les ZEC aussi, là, que ça peut être la ZEC des Martres, la ZEC du Lac-aux-Sables, il y a des changements de température qui vont être brusques. Généralement, ils vont en avoir. Même chose pour proche du fleuve. En fait, pour les Baie-Saint-Paulois ou pour n'importe quelle personne qui vit sur le bord du fleuve, vous devez savoir, le matin, on se réveille, on entend la corne de brume, là, ça arrive excessivement souvent durant l'été. Oui, c'est vrai. Il n'y en a pas vraiment de lieu de prédilection, il y en a à peu près partout de la brume, c'est juste tout dépendant des moments, puis des saisons. Il va y avoir des lieux qui vont être un peu plus intéressants que d'autres, parce que, bon, si en été, les lacs et rivières sont vraiment intéressants, bien, durant l'hiver, ils sont gelés. Fait que même si les changements de température qui sont brusques, il n'y a pas cette relation avec l'eau-là qui pourrait justement générer de la brume. Tandis qu'en hiver, le fleuve, lui, il ne gèle jamais complètement. Puis est-ce que ça t'arrive souvent de croiser de la faune sauvage dans tes explorations? Écoute, j'ai à peu près croisé tout ce qu'on a dans Charlevoix. Ah ouais? Wow. Genre, que ce soit du lynx, que ce soit des martres, que ce soit des ours? Des ours, j'en croise à la tonne, des orignaux, des cerfs de Virginie. J'ai même croisé à plusieurs reprises, parce que je fais beaucoup de canaux depuis cet été, des loutres. Oh. J'en ai croisé à plusieurs reprises, que ce soit dans les grands jardins, dans la réserve faunique de Laurentides ou encore dans les Hautes-Gorges, où est-ce qu'on a croisé une famille de 6 loutres qui nous épiaient, puis qui allaient faire des petits repérages, voir qu'est-ce qu'on faisait en canot. J'ai même croisé un loup au printemps dernier. Littéralement, là, j'en ai croisé plusieurs, mais là, quand j'ai croisé un loup, là, il était environ à 20 mètres de moi. Là, je l'ai vraiment vu dans le jaune des yeux. Puis est-ce que tu les photographies dans ce temps-là? Ou... Si ça donne. Mais c'est pas dans ta pratique? Non, vraiment, c'est pas c'est ça, exactement. C'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement, la photographie animalière. Non, c'est ça. Chacun son créneau aussi. Exactement. Bien, merci beaucoup, Francis, d'être venu nous voir. Ça fait plaisir.